Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Et non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bel et bien de l'émission Qu'en pensez-vous? Mais avec un jeune animateur aujourd'hui, contrairement à notre ami M. Turcotte, qui a dû s'absenter cette semaine. Et pour pouvoir faire cette émission-ci, cette émission d'information et d'analyse de l'information, j'ai avec moi, j'allais dire un ex-politicien, mais on n'est jamais ex-politicien. On est toujours quelqu'un qui s'intéresse naturellement à la chose politique. Il s'agit de Richard Hébert. Salut Richard. Bonjour Jules. Ça va bien? Oui, très bien, merci. La forme confinée, ça marche toujours? Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, bien, c'est numéro 1. Écoute, on va commencer cette émission-là très lentement, avec une manchette qui a eu lieu cette semaine, donc une décision au niveau du Conseil de ville de Dolbeau, de porter la limite de vitesse dans les quartiers à 40 km/h au lieu de 50, comme c'est actuellement le cas. Est-ce que pour toi, il s'agit d'une décision qui était devenue nécessaire ou qui est nécessaire? Je pense que c'est une bonne décision. Ça va toujours trop vite dans les rues un peu. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens qui traversent les rues puis qui utilisent les rues. Puis des fois, souvent, les automobilistes ont tendance à avoir le pied un petit peu pesant, même en ville. Vous savez, quand on roule pour, mettons qu'on s'en va à Saguenay ou quoi que ce soit, sur la route normale, on peut aller à 100, 110, sans trop de problèmes. Mais lorsqu'on arrive dans les villes, il faut nécessairement réduire la vitesse. Vous avez vu de plus en plus, il y a des avertisseurs qui nous signalent si on va trop vite ou non. C'est une question de sécurité en premier lieu, moins de carburant, en fait, parce que 10 km/h de moins, bien, ça fait moins de consommation. Non, moi, je pense que c'est une très, très bonne décision. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait eu dans la rue qui mène vers les installations de Résolu une demande des gens du quartier parce qu'il y a des camions lourds qui passaient. Le conseil a finalement, dans les années où j'ai quitté, ils ont finalement réduit à 30 km/h. Là, la question que je me posais, Jules, c'est que ceux qui étaient à 30 vont surmonter à 40. Moi, non, je pense que pas comme les zones scolaires, dans mon coin, moi, je regardais ça depuis qu'on a annoncé la chose, je regardais effectivement les panneaux de signalisation et je pense que dans les zones scolaires, c'est par règlement qu'il y a, donc il faudrait qu'on amende tout ce règlement-là. Ouais. Dans les zones scolaires qui sont à 30 km/h, ça va demeurer à 30 km/h. Et le fait que ça soit à 40, ça permet, c'est 10 km de moins, mais le trouble, c'est que celui-là qui allait à 70 va être obligé de se ramasser à 60. Exact. Je pense que ça va avoir. Moi, la seule chose que je vois, c'est beau faire décréter ça, mais il faut qu'il y ait, donc, on assure un suivi. C'est beau faire un règlement, mais il faut l'appliquer. Ouais. Bon, est-ce que les policiers vont avoir, parce que c'était eux autres, à faire alimenter pas alimenter, mais à faire sauvegarder le règlement. Est-ce que, là, on va avoir une bonne surveillance. Plus... Je sais que dans les zones de 30 km, quand il a été mis dans les zones de 30 km, on a vu qu'il y avait au début de l'application, effectivement, plus de policiers qui étaient aux intersections où ça se passait. Et bon, tu faisais attention, tu voyais peut-être pas nécessairement vu. Donc, c'est peut-être juste la problématique. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a là-dessus un élément au niveau de la sécurité qui est fondamental. Ça m'amène peut-être à te regarder. Tu sais qu'il y a eu... Ils ont fait on a parlé cette semaine, entre autres, dans le Nouvel Hebdo, on disait que, bon, il y a maintenant l'entretien des rues va se faire avec un logiciel. Je me souviens d'avoir fait le déneigement des rues. À un moment donné, dans le temps, où est-ce qu'il était question de cela et la responsable aux communications m'avait indiqué que, bon, ma rue n'était pas grattée. Ça faisait 2 tempêtes qu'il y avait, puis on se ramassait avec de la neige. Mais c'était en période des fêtes, en tout cas, juste faire une histoire courte. Mais la personne qui passait avec la machine avait complètement oublié, effectivement, ces deux petites rues-là. Il y a une chose, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, juste pour terminer là-dessus, je voulais juste amener là-dessus. Est-ce que le fait que, on sait que il y a des secteurs blancs, comme on dit, donc
donc dans la municipalité. Oui. Le fait de réduire la vitesse va donc aider là-dessus. Je voulais juste... Mais c'est quoi? Bien, en même temps, dans le même texte, on voit que les quartiers à épandage réduit, à moins que je me sois trompé, il va y avoir plus rien que dans le secteur de Vauvert. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui vont perdre leur quartier blanc. Je ne sais pas si j'ai bien lu, mais ça dit maintenant, les quartiers blancs, il va y avoir Vauvert, puis un autre endroit que je viens d'oublier, parce qu'on en avait décrété quelques-uns en cours de route. Oui. Mais il faudrait regarder comme il faut, parce que semble-t-il je ne sais pas s'il va y avoir une élimination de ceux qui existent déjà. Ça, je ne sais pas. On avait fait un au quartier en haut, Saint-Louis. Oui. On avait fait un autre ici en arrière. On avait une coupe de place. On avait fait aussi à l'époque, quand j'y étais, tu sais, jouer dans la rue avec les jeunes, etc. Bref, Jules, les rues, c'est un milieu de vie aussi. C'est pas juste une voie de communication. Il y a des gens qui s'y déplacent, qui déambulent là. Donc, je pense que la Ville a pris une bonne décision, qui était, encore une fois, j'aime bien l'idée qu'ils sont à l'écoute des citoyens ou à l'écoute des choses. Et puis, dans le cas pour le déneigement, c'est sûr que c'est une chose qui est toujours très, très sensible auprès des citoyens quand leurs rues ne sont pas dégagées. Mais je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Puis la Ville, je pense qu'ils sont pas mal à l'écoute, là, avec, justement, tu parlais de la personne responsable des relations avec les citoyens. Mais je pense qu'elle est là, justement, pour écouter puis transmettre au conseil ce qu'elle entend. Exactement, ouais. Exactement. Écoute, on va s'en aller dans le monde forestier. Oui. Il y a 3 ou 4 manchettes là, qui sont survenues au cours des dernières semaines et de la dernière semaine. Ouais. On parle, entre autres, au niveau, dans le Nouvel Hebdo, on parle, entre autres, de la relève du monde forestier, où est-ce que l'on dit que c'est pas si tant pire que cela. Ouais. Il y aurait, tant dans le domaine du roi que dans la Maria-Chapdelaine, en fait, pas nécessairement un engouement, mais je vois, par ailleurs, en même temps, oui, on parle de relève forestière, mais as-tu déjà vu autant de demandes d'emploi par résolu pour combler les postes dans toutes les... tu sais, c'est quoi ton idée, toi, là-dessus? Écoute, anciennement, pour réussir à entrer dans ces dans ces endroits de travail-là, c'était un petit peu plus difficile, probablement parce qu'il y avait énormément de gens. Plus. Là, à l'heure actuelle, on a l'impression, puis c'est le fait, il n'y a plus de main-d'œuvre. Alors, ils ont baissé pas mal les critères. Je ne vais pas baisser, mais en tout cas, ils ont fait une plus large place pour que les gens puissent venir contribuer à la force de travail. S'il n'y a pas de monde pour virer les usines vont fermer. Non, Jules, on fait face à un problème de main-d'œuvre à grandeur, puis dans différents secteurs. Et les compagnies forestières ou le monde forestier n'y échappe pas non plus. Oui, j'ai remarqué que ce soit à Saint-Prime, à Delbourg ou à Mistassini, précisément, où ils ont fait mener une grosse annonce disant, même, ils invitaient même la gente féminine à venir contribuer à la force de travail. Puis aujourd'hui, les conditions ne seront plus les mêmes non plus. Avant ça, pour travailler au moulin à Delbourg, là, chez Domtar à l'époque, là, ça prenait quelqu'un qui avait des bras, puis qui était capable, puis que, tu sais, bon. Aujourd'hui, je pense que la mécanisation, l'informatisation, robotisation permet là, à un plus grand nombre de personnes de participer. Et c'est effectivement, il y a beaucoup de demandes à l'heure actuelle, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre. Tu sais, on fait face probablement à un déclin de la population, j'ai l'impression. Oui, il y a cet élément. Tu sais, la pyramide qui est en train de s'inverser ou qui est presque inversée. Donc, on fait face vraiment à des difficultés, puis c'est pas facile quand on regarde l'avenir, là. On se pose de sérieuses questions. Mais le fait qu'on ait, entre autres, le reportage qui nous dit, il semble y avoir au niveau de la relève, c'est donc à dire, c'est surtout aussi au niveau des entreprises qui font, pas la grande entreprise, là, mais il y a aussi du problème, non seulement de recrutement, mais aussi de relève, parce que l'entrepreneur ou l'entrepreneure est de moins en moins jeune, et donc elle a besoin effectivement de la relève. Le fait qu'on ait ces entreprises-là au niveau d'une relève, c'est-à-dire que c'est soit dans la même famille ou soit dans les proches à qui on transfère cette entreprise. Il s'agit d'un élément de pérennité. Quand tu ne l'as plus, ça devient, oui, je vends mon entreprise à une grosse entreprise. Donc, le phénomène, au moins ce phénomène-là, d'avoir une certaine relève, nous assure peut-être qu'on peut continuer à avoir notre façon de faire. Puis les familles sont moins grandes aussi. Oui, il y a ça. Tu sais, un monsieur ou un homme, ou peu importe, une personne qui avait une entreprise, que ce soit forestière ou autre, qui avait
6, 7, 8 descendants, et aujourd'hui 1, 2, ça fait quand même une différence. Puis les gens aujourd'hui, ils sont ils vont partout. Fait que c'est pour ça qu'il faut surveiller ça avec beaucoup d'intérêt parce que le manque de main-d'œuvre, c'est criant un peu partout. Bon, on l'a eu dans le monde agricole, entre autres, à un moment donné, où est-ce que tu te ramasses, c'est ça, c'est que tu te ramasses, l'entreprise se vend, mais va se vendre à un gros qui est capable de l'acheter, puis qui souvent de fois, lui, va mettre du personnel là-dessus. Si on est dans un gros aquarium, puis il y a toujours un plus gros poisson qui surveille. Exactement. Ça, donc, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle que de voir qu'il y a un élément de la relève qui semble se manifester. Oui, puis il y a une autre affaire, c'est que ce soit dans les entreprises agricoles ou forestières, il reste que ça nous montre une affaire, c'est que les entreprises sont en santé, entre guillemets. Ça roule, ça fonctionne, fait qu'ils ont besoin de monde. Écoute, on pourrait parler, tu le sais, des serres toundra. Oui. N'eût été de la part des Guatémaltèques, il y aurait les serres toundra, il n'y en aurait pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut ouvrir son esprit un peu plus aux gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent contribuer justement à l'essor économique d'une région. Puis moi, je suis assez favorable à ça. Puis ça pourrait même aussi permettre, s'ils pouvaient faire venir, j'ai déjà discuté de ça, mais le monsieur, la madame et les enfants, ça permettrait, je ne veux pas être sexiste en disant le monsieur, la madame, la famille, qui pourrait, tu sais, Saint-Thomas-Didyme peut t'acheter une maison pour 50 000 $60 000. Ouais. Puis tu peux pas faire ça dans les grands... Puis, tu sais, là, la tête je regarde ce qui se passe un peu avec les gens qui reviennent en petite région. Oui. Le retour à la terre, le retour aux plus petites villes. Les gens ne veulent plus être dans le trafic. Tu sais, on en parlait avec Pierre la dernière fois. Un monsieur qui travaille à Montréal, qui reste à Saint-Bruno, là, puis il a amené son enfant à garderie au travers de ça, puis la femme qui travaille dans un autre endroit. Minimum 2 heures. Avant de commencer à travailler. On est bien dans nos régions. Oui, mais il y a aussi le phénomène, parce que ça nous amène sur le phénomène de regarder avec le travail à la maison, donc le télétravail. Le télétravail. Ouais. On se rend compte qu'il y a déjà, depuis un an, donc depuis que c'est redevenu un peu à la mode, on voit qu'il y a un mouvement, effectivement, soit d'aller dans des banlieues lorsqu'on est à Montréal, mais aussi d'aller ici en région où on peut voir qu'il y a des gens qui veulent venir s'implanter ici. Ils sont les bienvenus. Oui. Oui. C'est pas COVID. Non, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans les petites municipalités, ils sont partis en ville il y a plusieurs décennies. Oui. Et là, tout d'un coup, c'est le mouvement inverse qui se passe. Oui, il y a eu ce phénomène-là. Et il y a eu aussi le phénomène, à un moment donné, on a eu un exode au niveau régional, quand on parlait de l'exode des jeunes. Mais cet exode des jeunes-là a été suivi quelques années après par les parents qui, eux, venaient de prendre leur retraite puis qui allaient retrouver leurs enfants. Mais tu as eu un retour. Oui. Ce retour-là a commencé quand même à se faire. Il s'agit de beaux débats et on va reparler de la forêt, si tu le veux bien. Oui, tout à fait. Cette fois-ci, je ne sais pas, tu as certainement pris ceux qui ont dénoncé, donc au niveau du ministère des Forêts, le fait que la grande entreprise était très peu surveillée lorsque venait le temps de faire l'exploitation forestière. Donc, il pouvait y avoir des pertes d'argent collectives, si je peux parler ainsi, sur ce phénomène-là. Est-ce que, on a vu aussi, donc, beaucoup de reportages, beaucoup de contre-reportages, et des gens qui disaient « Ah, mais il y a tel aspect du reportage qui n'a pas été étudié ». T'en penses quoi, toi, là-dessus? Quand tu as vu cette manchette-là, ça t'a amené à quoi? Bon, écoute bien, la forêt, on n'a jamais autant parlé qu'au cours des dernières années. Il me semble qu'on en parle presque à tous les jours. La forêt est un bien collectif. Ça ne veut pas dire qu'il y a des industriels qui ne peuvent pas en profiter d'une certaine manière. L'autre affaire des lanceurs d'alerte, c'est bien correct. Il y a une chose certaine, le ministère des Forêts au Québec est très controversé à l'heure actuelle. Et on dirait qu'il est comme mal vu de la part des dirigeants des ministères, mal vu du côté de l'entreprise, mal vu du côté des environnementalistes. Tout d'un coup, tu dis, c'est quoi le problème? Moi, j'ai même évoqué, Jules, l'idée de pourquoi qu'on ne ferait pas un ministère de l'exploitation ou du développement de la forêt, puis un ministère de la protection de la forêt. Parce qu'on a les deux. Puis pour rachever le plat, quand j'ai entendu le reportage à Radio-Canada de Priscilla Plamondon-La-Lancette, que ce sont les compagnies qui mesurent le bois, qui viennent de couper. Voilà, c'est comme si tu demandais à un loup de compter les brebis qui rentrent dans la bergerie, là.
Ça se peut pas. Puis s'ils disent qu'ils se font voler 25 des recettes, bien 25 ça représente sûrement beaucoup de millions. Oui. Bien, que le ministère y mette du monde puis qu'il mesure. Bien, c'est ça. Je veux dire, moi, ça je n'a pas de pense bon que sens. tout ce phénomène-là s'est passé, c'est ça qu'on disait la semaine dernière avec Pierre lorsqu'on en discutait. Tu sais, on a eu le phénomène des compressions au niveau de l'ensemble de tous les ministères. On ne remplaçait pas les gens qui partaient à la retraite pour pouvoir sauver les... Il y a un coût à faire de la politique et il y a un coût à faire de l'administration publique. Ouais. Et ce coût-là, lorsque tu n'es plus capable de le mettre de l'avant parce que tu es obligé de faire des compressions, là, je pense qu'il faut que la société se regarde et se regarde comme il faut pour se dire, c'est pas vrai que tu peux administrer la fonction publique comme tu administres ton entreprise privée. Dans ton entreprise privée, quand tes coûts commencent à augmenter, tu te dis « Wow, là, deux personnes de trop, là, ça n'a pas de bon sens, je les mets dehors. Ça, oui, on sait qu'est-ce que tu vas avoir. Mais lorsque tu fais ça dans l'entreprise commerciale, pas commerciale, mais dans l'entreprise publique, tu dis « Ah, regarde, on est deux, il faudrait que je coupe 2 personnes pour que je puisse arriver. » Mais là, les 2 personnes que tu coupes, là, OK, c'est 2 personnes qui ont un travail, oui, de surveillance et de l'administration publique que tu mets dehors, que tu ne remplaces plus. C'est pas vrai que tu vas dire à l'autre personne à côté, regarde ce qui se passe dans le monde de la santé, hein? Ah, regarde, on met... non, ils allaient faire un chiffre de 12 heures, là, madame, là. Ah non, non, c'est 16 heures parce qu'il manque quelqu'un pour faire là. Hey, ça, là, ça fait un temps. Puis le temps que ça fait, là, c'est tant que la personne n'a pas épuisé. Je vais m'excuser, Richard, d'avoir pris tant de temps. Non, pas de problème. Mais je veux dire une chose, c'est que les lanceurs d'alerte puis les gens qui sont à l'intérieur de ces ministères-là, je suis toujours un petit peu surpris quand je les entends parler, mais pourquoi ils n'en parlent pas lorsqu'ils sont à l'intérieur de la machine? Et là, tout d'un coup, ils ressortent de la machine puis ils disent « Ah, c'est lui! » Ça, j'en prends puis j'en laisse. Je veux pas dire que les compagnies forestières, ils ont on peut leur donner le bon Dieu sans confession, mais il y a une chose certaine, c'est 60 000 personnes qui gravitent autour de l'industrie forestière. Je veux dire, un arbre, ça pousse, tu le coupes puis il repousse. Tu sais, il y a un juste équilibre à trouver au travers de tout ça, mais je pense qu'à l'heure actuelle, au ministère de la Forêt, il y a un petit ménage à faire parce qu'au point de vue des communications, on entend toutes sortes de discours. Le ministre dit une chose d'une façon, les fonctionnaires ne suivent pas de l'autre. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une chose certaine, c'est que la forêt, c'est un peu pour nous autres, les poissons ou la pêcherie du côté des provinces atlantiques. À un moment donné, là, moi, l'histoire, tu le sais, un arbre, ça pousse, il capte du carbone. Mais si tu le coupes pas, il rejette le carbone dans l'atmosphère. Maintenant, il faut les couper, les arbres. Il faut les forêts vierges, je veux dire, là, à un moment donné. Ils vont tomber tout seuls aussi. Ben oui, ils vont se manger. C'est 50 des forêts qui sont mangées par les bébites, que je dis, et par les feux. Bien là, coupez-les. Bien, c'est ça, exactement. Il faut regarder qu'est-ce que c'est beau. Et regarde, un dernier sujet en ce qui regarde la pepetière, cette fois-ci, à Dolbeau-Mistassini. On nous annonce qu'il y a effectivement du papier blanchi qui va maintenant se produire. T'interprètes ça comment pour nous autres? C'est une bonne nouvelle, ça? Une corde de plus à notre arc. C'est ça que j'ai pensé la première fois. D'abord, je ne connais pas beaucoup encore le sujet, le produit. En tout cas, je l'ai juste regardé un peu au-dessus. Mais il y a une chose certaine, si c'est un produit de plus à l'intérieur de l'usine, ça veut dire que c'est probablement des années de plus de production, donc des emplois qui sont conservés dans notre milieu. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que résolu, après des années un petit peu difficiles, ils sont dans de meilleures années. On le voit par les bilans. Donc, je pense qu'ils ont une bonne vertu. On le voit aussi par le prix du bois d'œuvre. Ça, on va pas là-dedans. Parce que là, s'y aller. Je finis avec l'histoire du papier blanchi. C'est une bonne chose. Il paraît que ça a déjà existé avec l'histoire du peroxyde, est ce que j'ai lu. OK. Maintenant, ça fait encore un produit plus différent. Après ça, ça veut dire une chose. Le papier, on a beau dire qu'on va l'éliminer au complet. La réponse, c'est non. Il y a toujours un bout de papier qui traîne en quelque part. On est aujourd'hui devant les écrans. Ce matin, avec ma conjointe, je parlais, elle m'a indiqué un sujet. Il parle des plus jeunes qui commencent à avoir des problèmes de myopie. Oui. Parce que on ne regarde pas au loin. C'est ça. Alors, c'est pour ça que le papier, il va peut-être bien permettre aux gars de vendre moins de lunettes. C'est à l'envers, mon histoire. Bon. OK, alors, on va changer de sujet, si tu veux bien. On va aller voir la vaccination. Ouais. On sait qu'on est dans le début de la vaccination de masse dans la région. Et pas une vaccination de masque. Exact, oui, exact. Attention. Et écoute,
Je t'amène sur... Je sais que tu vas... je veux pas que tu réagisses négativement. Tu réagiras pas non plus négativement. Mais on sait que dans la région, on a toujours eu un peu de problèmes, nous, ici, dans le secteur, avec... depuis que le CIUS existe, regarde, on nous a mis là des endroits où on va pouvoir aller se faire vacciner. Je pense que c'était... En tout cas, je t'amène sur le sujet, mais je pense que c'était nécessaire. On ne pouvait pas passer à côté. S'il avait fallu, Jules, s'il avait fallu qu'on n'ait pas de clinique et qu'il fallait aller dans un autre lieu pour se faire vacciner, tu n'aurais vu des montées aux barricades et moi, j'aurais monté pas trop loin en arrière. Et non seulement, je pense qu'on aurait été deux à monter la population fait des barricades. On ne peut pas accepter, on peut pas accepter ça. Maintenant, le fait qu'il y ait des cliniques de vaccination, ça donne de l'espoir aux gens. Oui. Veux pas, tout le monde qui nous écoute, on est un petit peu tanné. Il faut garder encore le moral puis le courage puis dire qu'on ne peut pas mettre notre brayet puis notre maillot de bain tout de suite parce que c'est pas prêt encore. Il y a une chose certaine, on est patient, mais il fallait que le gouvernement ouvre un petit peu. Puis, tu sais, je regarde, Jules, il y a de la politique au travers de ça. Oui. Au début, à un moment donné, on disait, est-ce que le fédéral va être en mesure de livrer? Est-ce que les compagnies vont en donner assez? Là, il semblerait que la voiture de M. Dubé, l'essence s'en vient ou est commencé à être mis dedans. Il ne faudrait pas qu'il y ait un flat ou qu'il y ait un problème avec la voiture. Parce que là, ils se sont fixés, puis c'est peut-être ton prochain sujet, je le sais. On va glisser tout de suite dedans. Vacciner 50 000 personnes par jour. C'est-tu 50 000? C'est 50 000. C'est 50 000 par jour. Aller au 24 de juin, il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles et qu'ils relèvent les manches. On serait actuellement à 30 000 actuellement, là, avec ce qu'on a comme vaccin, là, quand même. Là. Et c'est comme disait l'ex-docteur, pas l'ex-docteur, il est toujours docteur, mais l'ex-ministre Bolduc, il faut qu'on ait les vaccins pour arriver à ça. Là. Tout à fait. Puis le vaccin, c'est un espoir, c'est une bouée de sauvetage d'une certaine manière, parce qu'on ça ne veut pas dire que ça va nous sauver, mais il y a une chose certaine, c'est que ça nous donne une certaine protection ou l'idée qu'on va avoir une certaine protection puis qu'on va pouvoir avoir des rapports humains un petit peu plus normaux. Et sociaux et humains, oui. C'est vraiment le phénomène. C'est extraordinaire. On vit, Jules, tu sais, tu as de l'expérience un peu plus que moi. Pas beaucoup. Allons-y. À un moment donné, on passe au travers de quelque chose qu'on imaginait peu. Il fallait regarder dans des livres du futur pour voir des choses comme ça. Là, on est dedans. On se rend compte quelles sont les contraintes qui vont avec ça. On voit des gens autour de nous qui meurent de ça, quand même qu'on ne dira pas le contraire. Et après ça, je me suis fait une réflexion depuis quelques jours. Tu sais, on a, dans l'ensemble de la population, sur les 100 de la population, il y a un certain pourcentage que j'ai de la misère à estimer, peut-être 10 à 20 des gens, qui, eux autres, ils ne veulent pas se soumettre à ces règles-là. Parce qu'ils ont l'impression que ça ne les touche pas. Parce que le virus, c'est pas un bouton qui te pousse sur le nez, tu le vois pas. Fait que tu le sais pas. Fait que ça laisse les gens un peu... regarde, moi, je fais ce que je veux, puis c'est ça. Je s'en vais dans le bois, bon, tu connais un peu l'histoire. Maintenant, il y a une manifestation importante qui a eu lieu. On peut pas rien y faire. On ne pourra pas changer ces 20 de personnes-là. Ils veulent garder l'affaire. Alors, le gouvernement, avec M. Legault, le premier ministre, il a donné un petit peu d'espoir pour que le monde dise ça s'en vient. Parce que là le singe aurait cassé la cage. Demain matin, tu reconfines le Québec. Impossible. Je te le dis, impossible. Ah non. Les Irlandais, ils sont en... J'écoutais ça hier parce que c'est la fête des Irlandais. Bonjour à tous les Irlandais. Ils sont en confinement depuis le 30 de décembre. Nous autres, écoute, on souffre... Mais on ne souffre pas comme dans le temps de la Deuxième Guerre. Non. On ne souffre pas comme les pauvres personnes en Syrie. Puis, tu sais, on a l'impression qu'on souffre. On souffre un peu. Mais il faudrait se comparer avec des souffrances qui sont beaucoup plus lourdes. Maintenant, quand les vaccins vont arriver, avec les cliniques qui ont été installées, avec la volonté des gens de dire « envoyons, on y va, on respecte notre rendez-vous, puis on y va », je pense que collectivement, il y a une prise de conscience à faire. Puis on va finir par s'en sortir. Moi, je suis un naturel optimiste. J'ai l'impression que 24 juin, ça va être un peu serré, mais ils vont y arriver probablement. Puis que l'automne qui s'en vient, on va commencer à voir la braise commencer à s'éteindre un petit peu, j'espère. Ça ne veut pas dire que ça ne commencera pas dans 4-5 ans, mais pour l'instant, ça va finir par s'apaiser. Il faut garder l'espoir, puis faire confiance, même si des fois c'est un peu difficile, aux autorités qui nous disent... On regarde ça avec beaucoup de sérieux. Puis tu sais, tu connais l'expression de construire l'avion pendant qu'il vole, c'est pas évident pour personne.
pas Bien évident. sûr, c'est ça. Il reste que la vaccination, tu l'abordais un peu tout à l'heure. Il s'agit d'un élément de solution, mais ça ne veut pas dire que le COVID n'existera plus. Exact. Et je pense que ça, il va falloir qu'il y ait une éducation qui soit redonnée aussi. Il va falloir que nous conservions, je ne te dis pas qu'il va falloir qu'on conserve nos masques, là, Ouais. mais il va falloir qu'il y ait peut-être des changements d'attitude Oui. pour justement prévenir Exact. ce genre de choses-là. Et il va appartenir aussi au gouvernement qui nous a donné des règles à suivre obligatoires, mais il va falloir qu'il y ait aussi peut-être des règles de comportement en société Tout à fait. qui devront être réaménagées. Et à ce niveau, je regarde, tu sais, hier dans la région, là, depuis 3 jours, on est passé de 0 cas à 150, 50, à 30. Écoute, C'est l'origine de quoi? Quand tu dis il va falloir qu'on garde une nouvelle façon de faire les choses, je suis d'accord avec ton point de vue. Je vais te donner un exemple. Quand on va aller bientôt en voyage à l'extérieur, c'est sûr qu'on va le traîner notre masque dans l'avion. Ouais. Puis il y a plusieurs années, quand je voyageais, puis je voyais des Asiatiques, je disais toujours, coudon, y a-tu mal au cœur des autres? Ça ne sera plus la même chose. Deuxième des choses, tu as remarqué une affaire, dans le temps des fêtes, il n'y a pas eu de rapports sociaux, donc il n'y a pas eu de poignée de main. Ma tante n'a pas donné de bec, puis mon oncle non plus. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tu as remarqué qu'il y a eu moins de grippe. Hein? Ouais. Alors, notre comportement, là, le serrage de main, puis l'embrassage, on va commencer à y penser un peu plus. On va avoir des rapports un petit peu plus ordonnés, entre guillemets. Ouais. On va faire plus attention. On va donner un exemple. Passe-moi ta bouteille, je vais en prendre une gorgée. Fini. Tu vas y penser. Tu sais, il y a des choses qui vont changer à l'avenir. Puis je pense que c'est bon d'une certaine manière parce que les virus, là, ils sont aussi vieux que l'existence humaine. Là. Exact, Faut pas se exact, compter. D'ailleurs, on est venu au monde à cause des virus et des bactéries. Il faut faire attention. Puis, tu sais, on dit toujours rien ne se perd, rien ne se crée, Lavoisier. Donc, les virus, ils sont toujours latents, ils sont dormants. Il faut toujours faire attention. Écoute, on serait rendu à environ 27 minutes dans notre émission des gars, fait qu'on va faire une petite pause si tu le veux bien, et on revient tout à l'heure. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi certaines personnes sont-elles vaccinées en priorité contre la COVID-19? La vaccination est priorisée en fonction du risque de développer des complications et de décéder de la COVID-19, c'est-à-dire les personnes résidant en CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes vivant en résidence privée pour aînés et celles de 70 ans et plus. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera élargie. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Bon. Comment on s'arrange? Qu'est-ce qui se passe? Quand on vit une séparation, on marche sur des œufs. Consultez Juridique pour vous aider. Et voilà, nous sommes de retour à notre émission Qu'en pensez-vous? En l'absence de Pierre, donc je suis avec notre ami Richard Hébert qui commente avec moi donc l'actualité de cette semaine. Et on va s'en venir sur un sujet qui va un peu à l'extérieur de la MRC, si tu veux bien. Oui. On remarque que ça fait un petit bout qu'on a débordé de la MRC, Oui. mais On manque de discipline. oui, on parle, dans la MRC de la Mine-du-Roi, on parle de la possibilité de mettre de l'avant donc l'élection universelle donc pour le préfet. Ouais. On sait que ça existe chez nous. C'est quoi, toi? Tu l'as vécu et tu l'as vécu aussi Alain. comme maire lorsque tu étais comme maire au niveau de Dolbeau, de la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose à ton avis et est-ce que ça fait bien que dans la MRC, on s'en va y aller, même si ce n'est pas encore complètement officiel? Oui. Bon, ça, c'est un sujet... C'est un de mes sujets de prédilection, celui-là. Ah, OK. Parce qu'une élection au suffrage universel d'un préfet, c'est la bonne chose. Moi, j'ai participé parce que j'étais à l'intérieur de la structure lorsqu'on a décidé d'y aller vers un préfet au suffrage universel.
Je me rappelle de la parole de Jean-Pierre Boivin, que je salue aussi en passant. Il disait toujours, lui a connu les deux, hein? Oui. Nommé, un premier, puis élu. Il a dit la différence, je vais te la dire. Avant ça, on était tout autour de la table, puis il y avait un plomb de bonbons dans le milieu, puis tout le monde pensait à s'en prendre un morceau. À cette heure que je suis préfet, je n'ai pas besoin de m'en prendre un morceau d'avance. Il faut juste que je m'assure que tout le monde en ait un. Ça, c'est intéressant. Après ça, la légitimité, Jules. Je ne donnerai pas d'exemple précis, mais souvent, un préfet vient d'une petite municipalité. Hein? Saint-Henri-Taillon, Bégin, c'est pas des... Ladoré, c'est pas des grosses municipalités. Donc, le maire qui est en place a un petit peu plus de temps pour faire son affaire. Maintenant, il y a souvent des maires qui sont élus par acclamation. Alors, quelle est la légitimité d'un maire élu par acclamation qui est le chef d'un grand territoire? Moi, je pense que c'est primordial au point de vue de la démocratie que les gens aient le droit de s'exprimer sur le choix du préfet. Parce que le préfet, avec les années, on se rend compte de plus en plus de son travail, un travail de coordination sur la gestion du territoire, la gestion des ordures, tous ces genres de choses-là. Et puis, c'est normal, puis ça devrait être de même dans toute la région, voire même dans tout le Québec, que les préfets soient élus au suffrage universel. Moi, j'en démords pas. Je regardais le commentaire de notre ami Yannick Baillargeon, qui fait un très bon travail. Lui, il vient d'une petite municipalité. Hier, il a mis un petit bémol. Il a dit, moi, je serais d'accord peut-être avec une consultation pour voir si les gens... Bon, moi, j'en prends puis j'en laisse dans Je respecte beaucoup Yannick, mais si j'avais une conversation, je dirais, mais comment tu vas faire lors du vote de novembre qui s'en vient? Tu vas demander aux gens s'ils sont d'accord. Ça veut dire que tu vas reporter ça encore d'un 4 ans. Ça, tu reportes d'un 4 ans. Moi, je ne suis pas d'accord. S'ils ont pris la décision d'y aller vers, qu'ils continuent, qu'ils n'aient pas peur, parce que dans le fond, dans le cas de Domaine du Roi, Saint-Félicien-Roberval, ça a toujours été ou le bonhomme de Saint-Prime ou la madame de Lac-Bouchette. Donc, prenez une personne qui va se consacrer à temps plein, son objectif, son focus, ça sur le bien de la collectivité. Et moi, je pense qu'à plus ou moins long terme, partout au Québec, on aura des gens élus. Moi, j'y crois, puis je milite dans cette faveur-là, puis je le dis à toutes les tribunes où je peux me prononcer, je dis qu'on doit aller vers. Fort probablement que oui, au niveau de l'ensemble de toutes les MRC, on va en arriver à ce fait. Moi, la question que je me pose, c'est aussi la suivante. Oui. On va en avoir là, des élections au mois de novembre. Oui. Luc Simard a annoncé qu'il serait de nouveau. Il y a rumeur que Richard Hébert soit peut-être sur les rangs. Il y a rumeur que peut-être des maires actuels peuvent peut-être penser à dire, bon, mais je ne serai pas maire, mais je vais me présenter à la préfecture. Est-ce que l'électeur, il se retrouve comment, lui, là-dedans? Tu sais, je vote dans ma municipalité, je vote au niveau... je vote pour mon maire, je vote pour mes échevins. Et là, on me demande de voter pour une instance que je sais qui existe, mais que je ne sais pas toujours exactement ce qu'elle m'amène dans ma municipalité. T'as raison. Alors, je vote pour qui? Moi, là, la question, c'est... oui, un gars comme toi, il est connu dans le milieu. Un gars comme Luc Simard est aussi connu dans le milieu. Jean-Pierre Boivin est aussi connu, bon, dans toute la MRC. Mais on n'a pas... tu sais, si demain matin, je veux me présenter, je pars avec beaucoup de prises en tour parce que je suis moins connu. Est-ce que on ne vient pas à faire en sorte que c'est une personne qui a déjà eu ou qui a déjà occupé le verre? Est-ce que, que pour toi, tu vois une problématique là-dessus ou pas? Écoute, c'est sûr que le rôle des MRC est à faire connaître davantage. Oui. Ils ont un rôle qu'on se rend compte lorsqu'on a un terrain de villégiature, on se rend compte à quoi ça sert, entre autres. Je pense que les MRC, autant la nôtre que les autres, ont avantage à faire connaître quel est leur travail ou quelle est la fonction d'une MRC. Il faut se rappeler du temps, c'est les anciens, les préfets de comté. C'est comme, tu te souviens de Louis-Ovide Bouchard, c'est Monsieur Garneau. Bon, il y en avait une quantité. Donc, ils ont toujours le même rôle, mais il est beaucoup plus défini. Et sais-tu quoi? C'est que les MRC ont de plus en plus de pouvoir.
On ne se rend pas tout à fait compte de ça, mais je te regarde sur l'histoire de la société d'énergie d'ici, là, autant à Val-Jalbert, ces profits-là sont engrangés, permettent une redistribution de l'argent pour faire des projets structurants. C'est une Moses de bonnes choses. Petite parenthèse, même Marc-Hubert Proulx disait que le Saguenay devrait s'inspirer, voire même peut-être s'associer. Il a dit une autre chose aussi, en autre petite parenthèse, que le Québec Rail, c'était peut-être bien pas une si mauvaise chose. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans. Donc, le rôle des MRC est à définir et surtout à faire connaître. Il est défini en grande partie, mais à faire connaître. Une MRC, entre autres, c'est un président d'assemblée. Le préfet est un président d'assemblée avec les conseillers qui sont les maires des différentes villes et villages. C'est un pouvoir important qui est, encore une fois, à faire connaître davantage. Et je n'en démords pas. Il faudrait que ça soit élu. Et ce que tu amènes comme élément, c'est vrai que c'est qui lui, puis on ne le connaît pas. Bien, la personne qui veut s'envoyer, là, c'est à lui et à elle de se faire connaître. Puis de dire, voici, moi, je m'appelle... Tu te souviens, on a eu Peter Wantall il y a quelques années qui s'est présenté. Il était un personnage aussi connu. Je me rappelle de Marcel Gauthier, l'ancien conseiller municipal. Donc, c'est à la personne à faire valoir son point de vue. Puis je pense que ça appartient pas juste aux personnes qui gravitent autour de ça. Ça pourrait être un outsider qui dit, regarde, moi, je viens du monde des affaires ou je viens du monde de l'éducation et je pense que j'ai quelque chose à donner. Vivement la démocratie, c'est comme la disparition de notre cré, c'est la même chose, c'est des choses qui sont regrettables. Puis moi, je te le dis encore une fois, Jules, puis je vais terminer là-dessus, un préfet élu au suffrage universel, ça devrait être une condition sine qua non pour une démocratie en santé. Surtout si nous avons, et comme on l'assiste de plus en plus, à l'augmentation ou enfin à une redistribution du pouvoir au niveau donc des gouvernements à caractère plus régional, comme les MRC, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait davantage de pays, et je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement, même si de façon indirecte, tu sais, les MRC, les conseils de la MRC, ça me fait penser un peu aux collèges électoraux américains. J'avais justement ça dans le derrière de tête quand j'en parlais. Où est-ce que, sauf que quand tu as un collège électoral, quand ta majorité, ça va être temps, ben là, ta décision, tu sais ce que tu l'enlignes. Tu peux pas la cambrer, tu peux pas... T'as pas la liberté ou la latitude de le faire. Ceci étant dit, ça nous permet de changer de niveau. Si tu le veux bien, on va s'en aller faire un tour peut-être davantage au niveau du national. On a glissé un mot tout à l'heure. Donc, la vaccination à l'échelle de tout le Québec pour le 24 de juin, c'est, oui, un bon élément d'espoir. Maintenant, est-ce que ça va être réalisable? On le verra. On va fort probablement y travailler pour en arriver à... ça, j'en suis convaincu. Il y a certainement du monde qui sont en place pour pouvoir être en mesure de vacciner le plus de personnes possible là-dessus. Moi, je fais confiance parce que je me rappelle quand il y a eu un peu la crise de l'approvisionnement des vaccins, puis qu'une compagnie a dit « on ne pourra pas vous en fournir autant ». Là, à un moment donné, tout le monde est venu nerveux. Tout le monde se sont mis à s'arracher la chemise puis dire « ça n'a pas de bon sens ». J'avais dit à Pierre, parce que j'ai l'occasion de venir quand des fois on change de chaise, je disais à Pierre, moi, mon impression, c'est que ça va finir par se replacer. Puis on aura sûrement le nombre de vaccins qu'il va falloir. Là, on n'aura pas le nombre qu'il avait dit. On va en avoir plus! Bon, ça, c'est une bonne chose. Les gouvernements provinciaux de différentes provinces, le Québec incluant, vont être capables de faire le travail. Parce qu'ils l'ont dit, ils se sont mis pas la tête sur le bio, mais proche, avec l'exemple de la voiture de M. Dubé. Donc, je pense qu'ils ont une obligation de résultat. Les gens ont confiance. Ils ont dit, bien là, vous nous avez dit que. Donc, il y a une obligation de résultat. Il va falloir y aller, Pat. Absolument. Puis en plus, il y a l'autre histoire, puis peut-être c'est dans l'autre sujet, l'histoire du AstraZeneca. Oui, OK, on va l'aborder. Je le passe en passant. Écoute, ça, c'est comme... Tu te souviens, quand on était plus jeune, là, on voyait arriver les compagnies d'essence, hein? Les Golf, BA, on va t'en sortir des vieux, Champlain. Fina. Bon, écoute, t'es encore plus vieux. Esso fait longtemps qu'il est là. Mais on disait, prends du SO, il est meilleur que le Fina. Mais quand on s'est aperçu que la vanne qui partait de Québec, elle remplissait toutes les autres, on disait, bien voyons donc. Là, je fais un exemple un plus gros. Pour te dire qu'un vaccin, ça a une fonction, c'est de faire réagir l'organisme pour qu'il prépare des anticorps. S'il faut que le monde lève le nez sur tel ou tel vaccin, je pense que là, ça commence à être un peu fort.
Madame Tremblay, la docteure Tremblay, qu'on entend parler dans certains médias, elle disait, je vais vous donner un exemple un peu gros. Mettons que je mange une banane, puis que je traverse le chemin, puis que je me fais heurter par une automobile. C'est-tu à cause que j'ai mangé une banane? C'est vrai que c'est fort, mais il reste quand même que je comprends l'exemple. C'est-tu dire à cause que la personne, malheureusement, est atteinte d'une embolie pulmonaire à cause... Est-ce que c'est le vaccin qui l'a provoqué ou autre chose? 1 sur 200 000 ou 1 sur 500 000, à un moment donné, là, c'est comme la loterie, là. Ouais, c'est ça. Tu le sais que tu as plus de chances de te faire frapper par le tonnerre que de gagner le million. C'est ça. Fait que c'est la même chose. Moi, lorsque ce sera mon tour, que ce sera le tien, peut-être tu vas arriver avant, je te taquine le matin. Ah, c'est bien, c'est correct. Je devrais, d'ailleurs, je l'attends. Tu me le diras, tu m'appelleras. Toujours est-il que quand ça va arriver à mon tour, je vais y aller, puis je vais lever ma manche, puis peu importe la sorte, je vais le prendre. Oui, je vais le prendre pour me protéger, protéger mon entourage, mes parents qui sont plus âgés, faire attention aux autres un peu, puis retrouver un semblant de vie un petit peu le plus plus normal. possible. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Allons se faire vacciner. C'est beau. Oui. Écoute, on va aller faire un tour à un dossier sur lequel je pense que tu as eu, comme député, tu avais eu déjà, à tout le moins, sensibilisé. Il s'agit des deux Michael en Chine. On sait qu'on va y avoir un début de procès qui va se faire pour ces deux personnes-là. Tout ça est relié avec une personne que l'on veut mettre... Tu vois ça comment, toi? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu l'occasion de voir comment est-ce que la politique au niveau international peut avoir des incidences sur des individus de cette façon-là? Est-ce que tu pensais que ça pouvait se passer? Avec les Chinois, je me surprends plus de rien. OK. Parce qu'ils ont une ambition hégémonique, là, ils veulent prendre le contrôle de pas mal tout à l'heure actuelle. Quand est arrivée l'arrestation de Madame de Yowei, Wang Yu, qui répondait à la demande un peu des Américains. Tu te rappelles que dans ce temps-là, les relations Canada-États-Unis, c'était difficile par Trump. Et là, le gouvernement canadien a procédé à l'arrestation. L'arrestation de l'autre côté de la Terre des deux Michael est une arrestation politique. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Les accusés d'espionnage, je trouve ça un peu, pas mal très fort. Le gouvernement aussi. Mais la Chine, c'est un dragon qui est très, très, très gros, qui mange des ressources naturelles, qui envoie de la pollution par en arrière. Ils veulent avoir des terres. Oui, ils n'ont pas rien que ça derrière de la tête. Ils ont beaucoup d'idées derrière la tête. Et ensuite, je pense que les gens ont raison d'être un peu inquiets de ça parce que l'annonce des procès des deux Michael, c'est une très, très mauvaise nouvelle. 95, 17, 18 des gens qui vont en procès. D'abord, ce n'est pas des vrais procès, ce n'est pas une vraie justice comme on la connaît. C'est très inquiétant pour eux autres. Ils mettent de la pression. Est-ce que les États-Unis vont lâcher du lest? Est-ce que le Canada, à la fin, ne dira pas « Tiens, toi, on vous la renvoie aux États-Unis, vous nous faites de la misère avec les Michael. » Puis la diplomatie, là, c'est M. Garneau, là, qui est le ministre à l'heure actuelle, c'est extrêmement délicat. Et je dois avouer une chose, puis je ne veux pas heurter la sensibilité des gens qui nous écoutent, mais la réaction récemment du gouvernement canadien de faire une résolution puis de dénoncer ça avec les Ouïghours puis le transport des Jeux olympiques, disons que ça n'a pas trop plu au gouvernement chinois. Ça a peut-être permis d'accélérer. Ça n'a pas aidé la chose, tu as vu un petit peu. Bon. Le gouvernement canadien ne pouvait pas faire autrement que réagir de par l'Assemblée qui est là, ou la Chambre des communes. C'est sûr que ça envoie un signal de l'autre bord. Gars, faites bien attention parce que si vous jouez avec votre tapèche, ta mouche, nous autres, on va sortir avec notre canon. Fait que c'est une relation qui est extrêmement difficile. Les Chinois sont très, très pesants économiquement. Et moi, je te fais pas une gageure, mais avant pas beaucoup de temps, avant quelques décennies, la Chine va avoir un très, très grand contrôle sur les activités de la planète. C'est sûr et certain. Tu as entendu parler de la route de la soie 4.0. Ils sont en train de prendre le contrôle. Quand je suis allé en Afrique, en Tanzanie, puis au Kenya, j'ai vu des autoroutes qui sont construites par les Chinois. Tiens, à un moment donné, là, il faut regarder l'affaire dans l'ensemble. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Les Michael, je suis très, très inquiet de leur cause. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Ils sont dans des conditions incroyables. La lumière, semble-t-il, 24 heures sur 24. Madame Wang Zhou, dans sa résidence secondaire, avec ses petits souliers à talons hauts,
On est vraiment dans deux mondes. Moi, je pense que je la foutrais dans une prison dans les mêmes conditions. Mais ça, c'est moi. Oui, c'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va... Là, tu fais pas de diplomatie quand tu Non, dis ça. là, je ne suis pas très diplomate. Mais il reste un fait, c'est que maintenant, œil pour œil, dent pour dent. Puis à l'heure actuelle, on joue avec un client. Ah, je vais te donner, on va terminer là-dessus parce que c'est un bel exemple, c'est une belle formule que j'avais entendue. Présentement, il y a le combat entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas se le cacher, c'est ce combat-là. Ils disent que lorsqu'il y a une bataille d'éléphants, c'est le gazon qui souffre. Nous autres, on est le gazon, le Canada. C'est ça l'histoire. C'est nous autres qui, malheureusement... Pourquoi est-ce qu'elle a passé par Vancouver, la Moses? Elle n'aurait pas pu passer par Atlanta, je ne sais pas. Ouais. Mais elle a passé là. Ils l'ont arrêté. Ils ont-tu bien fait? Ils ont-tu pas bien fait? T'sais, on est dans relation avec l'autre. Tu partages un continent avec un voisin qui s'appelle les États-Unis. L'éléphant, nous, la souris. T'sais, on n'est pas un gros joueur. Oh, diplomatiquement, le Canada, 38 millions de personnes... avec 1 milliard 400 millions, ça n'a pas de bon sens. C'est ce que j'en pense, M. Simard. C'est beau, c'est beau. On leur souhaite quand même bonne chance. Moi, je me croise les doigts pour eux autres parce que ça fait 800 et quelques jours de détention. D'ailleurs, on ne sait même pas s'ils vont avoir droit à des avocats. Terrible. Pour pouvoir être capable de les défendre. Terrible. Écoute, Richard, Oui? il serait même question d'une possibilité d'élection fédérale Voyons donc. au printemps. T'as-tu entendu T'as-tu été approché, toi? Non, peut-être. Mon opinion là-dessus, il est possible qu'il y ait une élection après le dépôt du budget qui a lieu le 13 avril, si ma mémoire ne me trompe pas. Et après ça, il y a un certain nombre de jours de campagne qui nous mettrait des élections dans le tour de début juin. Mois de juin. 7 de juin, j'ai entendu parler. C'est une possibilité. C'est une carte que le gouvernement a dans sa manche à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une bonne chose? La réponse, c'est non. Moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir une élection cet été, il va y avoir une élection cet automne. Parce que ça dépend de la rapidité du fameux vaccin. Si les gens ne sont pas vaccinés, as-tu pensé, tu as vu l'exemple à Terre-Neuve? On a vu les autres. Et à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick aussi. Il y a eu des élections qui se sont bien passées dans certaines provinces, mais à Terre-Neuve, il a fallu qu'ils mettent un terme à l'élection. Est-ce que ça pourrait arriver au Canada? As-tu pensé le chaos, le marasme que ça faisait? C'est pour ça que moi, je pense que le gouvernement devrait attendre un petit peu plus longtemps, à mon point de vue, dépendamment, évidemment, comme disaient les libéraux, ils disent « Ah, bien, ça dépend de l'opposition. » Ils sont dans une bonne position, entre guillemets, parce qu'ils contrôlent d'une certaine façon, le gouvernement actuel, le jeu, mais c'est pas eux autres qui ont la majorité. Les trois, il faut qu'ils se mettent ensemble, ils ne sont pas toujours d'avis. Tu sais, les conservateurs puis les bloquistes se partagent le même terrain de jeu au Québec pour pouvoir rêver de remporter l'élection. Hier, le sondage, voici ce qu'il donnait. Il donnait 169 députés aux libéraux. Il en donnait 108 pour les conservateurs, il en donnait 27 pour les bloquistes, puis il en donnait 37 ou 40 pour les NPD. Donc, on est encore un gouvernement minoritaire. On est à un de la minorité. Maintenant, ça, c'est des sondages, c'est des agrégats de sondages. Tu sais, Canada 338 ou Québec 125. Moi, je regarde ça, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il va y avoir une élection cet été? C'est fort possible, mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée pour l'instant. Ça fonctionne pas si mal quand même. Le gouvernement fonctionne. Il faut dire qu'on a un seul sujet. Ben oui. On parlait des deux Michael tout à l'heure. Oui, mais on a quand même un seul sujet au niveau du gouvernement depuis un an et quelques. Oui. Depuis un an et quelques, d'ailleurs. C'est le COVID-19. Oui, c'est ça, tu comprends? Ça veut dire on n'a pas eu d'autres types d'enjeux. Écoute, on n'a même pas eu de budget au fédéral la dernière fois. Et il n'y a pas de sujet qui nous amène à penser. L'autre sujet qu'on a eu, ça a été le départ de la gouverneure générale. Maintenant, l'incidence électorale de cela, je ne la vois pas. Il n'y a aucune incidence. Tu sais, dans le fond, Jules, il y a une chose certaine, on traverse une situation particulière dans laquelle on n'a jamais été placé. Si c'était juste le Canada, on dirait « Ah, on est bien mal organisé », mais c'est à la grandeur de la planète. Va au Brésil, puis va en Yougoslavie. Tu sais, veut dire, il y a des places, ça ne va pas bien non plus. Puis après ça, il y a une chose certaine, moi, je vais terminer mon intervention là-dessus. Tu ne peintures pas le salon quand le feu est pris dans la cuisine. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que la situation... Le fait qu'il y ait... Moi, c'est drôle, hein, je sens pas que les Canadiens, parce que c'est quand même au niveau du Canada qu'on va avoir cette élection, ont idée. Ils pensent aller en élection. Tu comprends? Si on était à 3 ans et quelques d'un mandat, on dirait, ben oui, on va avoir donc des élections.
Mais là, on n'est plus habitué à ça, là. OK? Et on se rend bien compte qu'un gouvernement minoritaire peut gouverner. Oui. OK? Oui. C'est drôle à dire, mais en plus, je veux dire, un gouvernement minoritaire qui a pu gouverner sans mettre un budget, en disant, écoutez, la pandémie s'en vient, écoutez, on a de l'argent, là, on va vous en mettre quelque part dans vos poches. Ouais. C'est sûr qu'on endette les générations futures. Ouais. C'est évident. Ouais. Mais au moins, ce gouvernement-là, tu allais dire, écoutez, là, dans le contexte actuel, il faut qu'on reste chez nous. Donc, s'il faut qu'on reste chez nous, il faut qu'on vous donne les moyens de pouvoir, de ne pas avoir à aller travailler. Et je pense que le gouvernement a fait un bon geste en supportant l'économie, les gens, les individus. Tu sais, l'exemple, on disait qu'on ne peut pas reprocher à un pompier de mettre trop d'eau sur le feu. Je pense que c'est vrai. Puis ça nous montre une autre affaire lors de la dernière élection. Là, on ne veut pas faire trop de reculons, mais il reste quand même que le gouvernement est capable de manœuvrer dans des conditions pas si mal. Et une autre affaire que je me suis rendu compte, puis on s'en rend compte depuis quelques élections, les gouvernements peuvent être élus sans avoir gagné le Québec. Oui, bien ça, statistiquement parlant... C'est assez spécial, hein? Au niveau le poids démographique de l'Ontario, 125 députés, le nôtre qui diminue un petit peu à 78, ou en tout cas qui est un petit peu débalancé. On disait avant, moi, ce que je me suis rendu compte lorsque j'y étais, le gouvernement qui veut gagner les élections au Canada, il doit remporter l'Ontario. S'il veut être majoritaire, il faut qu'il remporte le Québec. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement. C'est bon. Écoute, Eric, dans quelques minutes qui nous restent, j'aimerais ça qu'on regarde la question de la rémunération des cadres à Investissement Québec. Oui. On a annoncé ça, là. Ils gagnent 3 fois le salaire du premier ministre, les cadres. C'est quoi ton idée, toi? Là? C'est-tu normal, ça, de penser à ça? C'est normal ou pas normal? À ce temps-ci. Surtout qu'on a des impôts. Écoute, bien, ça nous montre une chose que le gouvernement du Québec, le premier ministre du Québec et même celui-là du Canada, si c'est ça, ils ne gagnent pas assez cher. Dans le sens qu'ils ont des responsabilités beaucoup plus grandes que le gars qui est dans la Société d'investissement de Québec. Je ne dis pas que le gars ne fait pas son bon travail. C'est une société qui fait que ça fait grossir le bas de laine. Bon, le Placement Québec, ça a même affaire. On ne parle pas de Michael Sabia qui avait un petit salaire de 300 000 $, mais qui avait 3,quelques millions de bonus, etc. On regarde ce qui se passe dans le privé. Hein? Je regarde Airbus, tu le sais, les compagnies Bombardier. On se rappelle de gars qui est parti, qui a vidé la caisse avec le fait. On est dans un système de comparaison. Tu sais, bien, pourquoi lui, ils gagne ça? Ils se sont... Puis en plus, ils ont été fins dans l'histoire. Ils se sont comparés avec le syndicat. Ils ont dit, oui, mais regardez, le gars du syndicat, il gagne ça. Nous autres, on pourrait-tu gagner la même affaire? Là, ça pose une question à tout le monde. Coudonc, je gagne-tu assez, moi? Tout le monde doit avoir gagné à la Lune. Tout le monde est pareil. Tout le monde dit, ouais, mais moi, je travaille en forêt, puis j'ai un rôle important dans la société, puis je me fends le derrière, excusez l'expression. Je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas. Je me fends en deux pour pouvoir faire un salaire qui a de l'allure, puis je regarde le député qui est à Ottawa, il gagne 175 000 $, il ne fait rien. Tu sais, on est dans le système... Bon, c'est sûr qu'à la face du monde, de nous lancer un chiffre de même en pleine gueule, 1,quelques millions de $, ça fait mal à entendre. Ça montre une chose, c'est que les sociétés doivent aller chercher les meilleurs, c'est ce qu'ils disent. Si je n'offre pas un salaire, il va aller dans le privé. C'est-tu dans le privé que c'est trop cher? Tu sais, un dirigeant d'une banque, c'est 3, 4, 5, 6, 7 millions. Elon Musk de Tesla a gagné 48 milliards dans 3 semaines l'autre jour. Bezos est rendu à 150 quelques milliards de fortune. Là, on est dans des chiffres astronomiques. Puis nous autres, les gens ordinaires ou les gens qui... Tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu Seigneur, ça ne permet pas aux gens d'avoir des bons rapports avec ceux qui gagnent plus. Avec ça, avec aussi un peu l'élite, dans un certain sens, on dirait que plus ça va, plus l'élite mène tout seul, puis nous, en arrière, on essaye de rembourser ce qu'il faut qui leur permette d'aller. C'est un peu... on est loin du système communiste, hein? Très loin. Très loin. Pas mal. Et comme je disais à Pierre, en vieillissant, on dirait que je deviens socialiste, OK? mais je regarde ça et je me dis, ouais, mais quand on parle de la collectivité et quand on parle des gens qui constituent cette société-là, il ne faut peut-être pas qu'on oublie que ce sont aussi des gens qui veulent avoir une certaine qualité de vie. Tout à fait. Et une certaine qualité de vie, malheureusement, dans nos sociétés, ça marche aussi avec la question, oui, monétaire, mais pas parce que j'ai plus de pouvoir que j'ai plus d'argent. Ouais. En tout cas... C'est un bon sujet qui nous est arrivé hier, celui-là. Oui, bien, ça permet de faire... C'est pas ça... Ben, je vais l'envoyer. Ce que je trouve drôle, c'est qu'on sait que ce ministre-là, Fitzgibbon,
a été, depuis 3 fois dans la même année, été obligé de se faire taper ses doigts ou en tout cas se faire regarder parce qu'il y aurait eu des tours de passe-passe ou des passe-doigts. Il n'y a rien de prouvé. Non. Et c'est son ministère que ce genre de choses-là se passe, avec peut-être pas nécessairement les amis, mais... C'est ça, un gouvernement majoritaire, Jules. Oui, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Je voudrais qu'on regarde quand même... C'est quoi que tu penses de ça, toi, que le président des États-Unis dénonce le président de l'URSS et l'accuse de tueur? Écoute, ça fait tout qu'un contraste avec ce qui se passait avant de Trump. Je pense qu'il a voulu marquer une différence. Il a dit, gars, c'est un criminel ou c'est un tueur. Il a été fort dans son affaire. Oui. Mais Trump, lui aussi, il en a dit des affaires, des grosses, quand il disait Rocketman, puis qu'il parlait des uns puis des autres. Je pense que là, Biden est en train de dire « wow ». Là, c'est assez. Il a besoin de faire attention, par exemple, parce que les Russes, eux autres aussi, c'est pas des manchottes. Hein? C'est pas des enfants d'école, excuse l'expression. Là, ils sont en train de redéfinir un rapport, là, face à face. Gars, oui, tu es un criminel. Non, je ne suis pas un criminel. À la fin, il va dire wow, « tu l'es, mais pas tant que ça ». Il ne faut pas oublier qu'en Crimée... Ça va de même. Je pense que ça va peut-être plus qu'injuste la question de personnalité de l'individu. Ouais. Ça va, oui, tu as raison de dire, on est actuellement à une évolution de la politique étrangère américaine. Ouais. OK? C'est fini l'isolationnisme à la Trump, parce que Trump, c'était ça qu'il était en train de faire, une forme d'isolationnisme. Et je pense que là, les États-Unis veulent aussi reprendre une forme de leadership avec Biden au niveau de la politique internationale. Et le fait de dire, écoutez, là, aux Russes, parce que je pense qu'il en veut aussi, parce que semblerait-il, là, je prenais l'élément... Oui, il s'est fait brasser dans la campagne électorale par rapport aux Russes. Exact, tu comprends? Donc, c'est un peu ça, je pense. Je pense qu'il voulait affirmer que lui, il n'était pas Trump, on s'en est rendu compte. Et deuxièmement, pour dire à l'autre de l'autre côté, là, attends-toi bien que ça ne sera pas la même affaire que... On n'a jamais su vraiment le rôle de la Russie derrière Trump pendant tout ça. Non, mais semblerait-il qu'il y aurait encore des rumeurs. Ah oui, fort probable. OK. Oh. Je te remercie beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. C'est agréable oui, ça a passé comme dans le temps de le dire. Et on espère que votre ami Pierre, notre ami Pierre, sera des nôtres la semaine prochaine pour faire l'animation de cette émission Qu'en pensez-vous? Merci et à la semaine prochaine.